Ils ont entre 20 et 35 ans. Ils viennent de 6 pays d'Europe. Ce sont tous des athlètes confirmés. Ensemble, ils vont remonter le temps pour participer à la reconstitution des Jeux de l'Antiquité. Une véritable compétition, une aventure d'archéologie expérimentale. En Grèce, et pendant plusieurs semaines, ils vont revivre dans la peau des athlètes du IVe siècle avant Jésus-Christ pour s'affronter, 2300 ans plus tard, sur le stade antique d'Olympie. Il y a quelques semaines à Paris, 12 athlètes venant de France, d'Allemagne et de Suisse ont été sélectionnés pour participer à la recréation des Jeux d'Olympie. Ils doivent tous se préparer physiquement et psychologiquement à courir pieds nus, lutter dans le sable et vivre comme les athlètes grecs de l'époque hellénistique. De leur côté, archéologues et décorateurs bâtissent un gymnase antique où objets, mobilier et costumes du quotidien viendront parfaire la véracité de l'aventure. Anthony est étudiant en histoire. Naturellement, il s'est plongé dans l'étude de la Grèce antique. Je me vois au milieu des colonnes de la palestre, en plus dans l'antre de l'origine des sports, donc c'est quelque chose de magique. Déjà, me mettre dans la peau, vivre comme ils vivaient à cette époque-là, ça va être quelque chose de fantastique parce que ça va permettre de toucher un peu plus l'histoire. Non pas de la voir en images dans des livres ou quoi que ce soit, mais de la vivre. Donc ça sera un côté expérimental qui m'intéresse énormément. Romain est plus inquiet pour ses pieds. Les plages de son Languedoc natal sont devenues son terrain d'entraînement favori. J'ai quand même un petit peu essayé d'adapter mes entraînements à ce que je vais faire là-bas. Je crois qu'il faudra encore ces 3 semaines pour finir de me préparer, mais ça va, je suis plutôt serein, ça va. Guillaume, étudiant en éducation physique et décathlonien performant, se prépare psychologiquement à une aventure difficile. Niveau gestuel, genre le lancer de disque, bon, c'est pas tout à fait la même chose. Le lancer de javelot, il est plus long, ça se lance avec une sorte de projeteur, je sais pas comment ça s'appelle, des lanières. Et la lutte, c'est pas tout à fait la même, j'en ai fait un tout petit peu, mais on peut pas faire toutes les prises vu que c'est le premier contact au sol qui perd. Sinon, dans le reste, ça va. Mais aucun ne veut manquer le rendez-vous avec l'histoire. Pendant ce temps, Philippe de Carbonnières, l'archéologue français, retourne en Grèce pour déterminer le lieu où sera édifiée la palestre. La mission est difficile. Le souci de justesse historique est constant dans toutes ses démarches. L'évocation doit être la plus fidèle possible. Pour y parvenir, il s'est entouré de Dominique Trébert, un décorateur de cinéma chargé de construire le gymnase, copie de la palestre antique, mais aussi de rechercher et de réinventer les objets du quotidien et les accessoires des sportifs. Dominique Trébert mesure l'ampleur de sa tâche. Il possède comme seule référence un plan dessiné par les archéologues allemands responsables des fouilles d'Olympie. En fait, il lui faut tout réinventer. Ce qu'on découvre dans les livres, par les photos, et puis après, quand on arrive à Olympie, c'est quand même quelque chose de très dégradé. Donc il me faut une aide, de façon à ce que je puisse me situer en traducteur entre ce qui a été et ce qu'on peut décemment montrer sans être traître à la réalité historique. La copie de cette palestre doit évoquer celle d'Hélice, où venaient s'entraîner les athlètes un mois avant les Jeux. Elle doit être en tout point conforme à son modèle pour réussir l'immersion totale des jeunes athlètes dans la Grèce antique. Dans ma tête, je me suis amusé avec des dessins et puis à me promener comme ça, à me faire des promenades dans cet objet. Je savais qu'il serait pas notre objet final ne serait pas aussi grand, mais j'ai commencé à me raconter des histoires, que j'étais grand comme ça et que j'allais passer à l'intérieur des colonnes. C'est la base de la rêverie, en fait. 2 mois plus tard, la palestre est érigée, magnifique.
dominant les oliviers centenaires du Péloponnèse en Grèce. L'archéologue corrige les derniers détails qui donneront le supplément d'âme à ce lieu si essentiel. C'est le seul endroit qui n'a pas été touché. Là, c'est vraiment la Grèce. En tout cas, moi, la première impression est bonne. C'est vraiment impressionnant. Bien sûr, on verra plus ces planches-là. Bon, très bien. Si on pouvait, ce serait bien suggérer le xystos du gymnase. Oui. Éventuellement, on peut montrer des coureurs qui peuvent s'entraîner, qui s'apprennent à partir et qui prennent le départ. Voilà. Alors ça, là, ils pouvaient s'entraîner aussi par temps de pluie ou de trop fort soleil, et ils couraient à l'abri. Ouais. On va prendre un espace, on va se mettre ici, parce que dehors, il y a les lutteurs qui s'entraînent, les sauteurs en longueur, on va les gêner, et on se met ici, puis on joue au vin. Quand je m'en vais, au bout de 8 jours, je reviens, je redécouvre. Je peux comprendre que les gens soient un peu étonnés parce que la machine est lancée et c'est un monstre qui avance à toute vitesse. On ne peut plus l'arrêter là. Tous les matins, je me lève à 6 h. Et ce que je prépare plus là, c'est la vitesse, parce que je sais qu'il y aura un 400 mètres. Parce que je connais la valeur de mes adversaires. Je sais qu'il y en a 2 qui vont très vite. Et samedi, je vais courir dans le stade en gravier, pieds nus, léger, pour m'habituer progressivement à souffrir là-bas. Mais ça se passe bien. Comme quand j'étais petit, je courais un peu pieds nus. Donc voilà, là, je me refais la carne sous le pied. Et ça va. Il fait son cinéma, ça fait même pas mal, c'est que de la boue. T'as déjà fini? Regarde cette corne. C'est énorme. On dirait plutôt du crottin de cheval. Ouais, une piste debout avec du crottin. Ouais, c'est ça, du verre. Et après, des charbons ardents. Dans sa quête de justesse historique, Dominique Trébert ne néglige aucun détail. Il se rend dans les laboratoires du musée du Louvre à Paris pour disséquer les secrets du strigile, ce racloir qu'utilisaient les athlètes pour se débarrasser de l'huile, du sable et de la sueur accumulée lors des entraînements. Un objet caractéristique, dessiné ou évoqué sur des centaines de vases. Un des accessoires typiques du monde athlétique dont la forme a peu varié au fil des siècles. J'ai essayé de réinventer l'objet en me disant, bon, il faut racler. J'ai fait des essais de boue collante pour voir comment on pouvait l'enlever. Donc on a passé du temps à essayer de comprendre. Et après, j'ai été voir quelqu'un qui travaille le fer, qui fait de la restauration d'objets comme des théières ou des choses comme ça. Et en 1 heure de temps, on a trouvé des solutions. J'ai des contraintes historiques. C'est vrai que j'essaie de les respecter au plus juste. Mais il y a toute une partie de choses qu'il faut inventer. Il faut retrouver des matières, il faut retrouver des couleurs, il faut retrouver des accessoires sur les objets, sur réinventer des gestes. Ça, c'est une grande aventure, quoi. Courir pieds nus fait peur. Aucun des athlètes ne se risquerait à compromettre sa carrière en se blessant, et pourtant, l'enjeu en vaut la peine. Alors chacun essaie sa petite astuce qui l'aidera progressivement à se débarrasser de ses chaussures. Moi, ça va pas trop mal parce que j'ai tendance à plus courir à prendre l'appui sur l'avant du pied. Ça peut être tendance à se déchausser un peu. Maintenant, ici, c'est très dur, donc je sais pas. Après, c'est vrai que moi, j'attaque moins sur le talon, donc pour moi, ça passe mieux en tout cas. Oui. Pour moi, ça, c'est pas mal, ça protège les orteils, quoi. Celle-là, c'est la moins sensible, quoi. Maintenant, ce que j'ai peur, c'est, tu sais, comme on a un mouvement de griffer, quand tu cours, c'est que ça parte. Avec la pression.
Non, c'est excellent. Ça part pas comme je pensais que ça partirait. Non, c'est excellent. L'archéologue, lui, me nourrit. Je veux dire que j'ai pris un peu une position qui était de dire que je suis vide, il faut me remplir. On peut monter la flamme quand même en valeur. Ça peut être envisageable pour des petites offrandes. Les athlètes faisaient dans le gymnase même des petites offrandes. C'était pas des sacrifices sanglants, Ouais. mais il pouvait y avoir un petit machin comme ça ou un petit autel avec un petit feu et on jetait quelques grains d'orge. C'était un petit rite comme ça, c'était un rite d'offrande. C'était religieux qui soulignait bien le côté religieux qui accompagnait tout le temps la vie de ces gens-là. Hein. Dans les choses qui viennent d'arriver, qui ne sont pas encore finies, il y a les javelots. Ça c'est trop gros. C'est trop gros pour le javelot. Ça c'est déjà mieux. Ça me paraît mieux. Il y a ceux-là qui ont été testés, je crois. Et les entraîneurs ont dit que ce format-là leur plaisait bien, parce qu'en fait, il est léger. J'ai tendance à penser que la longueur est bonne, non ? Et que c'était des choses comme ça, assez fines. On n'a pas l'impression, sur aucune représentation, que c'est quelque chose d'assez épais. Donc les peintres sur vase ont observé ce détail. Oui. Ils te montrent toujours des espèces de saguets, c'est assez fin. Oui. Donc là, je crois qu'on est dans vraiment, je crois qu'on est dans le bon format. Là. Tu vois ? Là, pousse sur ta jambe, avance. C'est là qu'il passe. Jeune chef d'entreprise et spécialiste du 400 mètres, Xavier est sélectionné pour faire les 5 épreuves du pentathlon. Tu mets ton javelot dans le creux, là. Toujours le poignet un petit peu à l'intérieur. Ça, c'est une faute, ça, c'est bon. Okay. Le javelot n'est pas sa spécialité. À Olympie, il devra le lancer avec un propulseur, comme c'était le cas dans l'Antiquité. Relâche-toi. Je suis relâché, là. Et jamais le bras tendu. Attends, stop. T'es en train de me marcher comme un mannequin. Peut-être pour la graisse, ça irait. Putain, mais merde. Il y a du boulot. En un mot, il va falloir que j'apprenne tout. En fait. Là, c'est bien. Là, il pousse sur ta jambe. Bon. Ce disque, c'est la copie conforme d'un disque qui est dans les musées. J'ai fait faire une première maquette d'un objet identique sans me soucier de l'épaisseur. Et le sculpteur que j'avais été voir m'avait fait un calcul, on arrivait à un disque qui pesait 7 à 8 kilos. Donc, en jouant sur la proportion, je suis arrivé à l'épaisseur de cet objet-là. Et tout le monde m'a dit, mais ça ne va pas. Ce disque fait 3,5 kg. Il ne peut pas être plus fin. Tu vois, je veux dire, c'est plus fin que ça, c'est ridicule. Donc, tout le monde m'a dit, ça ne va pas. Or, c'est du bronze. Et je ne peux pas changer la densité du bronze. La seule personne qui est venue, en fait, à mon secours, c'est l'entraîneur. Et Perrin est arrivé, il a dit, il fait 3,5 kg. Et alors ? On ne cherche pas à battre le record du monde avec des disques qui ne font qu'1,5 kg. La preuve... Oh là, record battu. Ouais. Ouais, 2 kg, il est balance à... 2 kg, 70 mètres. 60-70 mètres. Parce que ça, nous, on ne sait plus le faire, mais il y a des mecs, il y a des mecs comme Motti qui envoient des grenades à 80 mètres. Hein. Ouais, d'accord. Bon, déjà, ce qu'on sait, c'est que premièrement, l'engin marche et qu'on vient d'établir le premier record du monde avec ça. Bon, c'est pas mal quand même comme après-midi. Hein. Le disque présente une autre difficulté pour Xavier. Il sait qu'à Olympie, l'engin offrira moins de prise et pèsera 2 fois plus lourd que ceux couramment utilisés aujourd'hui. C'est ton bassin qui fait le mouvement là, tu vois, et puis c'est là que tu viens sur ton appui. Ce que tu fais, c'est que quand ton bras il est là, tu dis je rentre mon genou. Donc tu as une meilleure position. Ça. Ton regard, il fait partie de ton geste. Tu vois. Si tu regardes tes pieds, tu montes. Ok. Si tu regardes rien, ok.
Relâche-toi là, t'es pas relâché. Hein. Regarde l'appareil photo quand t'es derrière. Voilà. Toujours la même chose et maintenant tu rentres le genou. Voilà. À Olympie, les haltères n'étaient pas seulement des instruments de musculation, ils servaient surtout de balancier pour se projeter encore plus loin dans le saut en longueur. Quelques spécimens ont été fabriqués spécialement pour cette discipline. Qu'est-ce que c'est ça? Des poids vus dans une doc que m'avait donné... Des poids? Ouais. Je les ai trouvés comme ça en doc qui étaient censés être en plomb. Oui, mais des poids pour faire quoi? Ben, je sais pas, moi je les ai interprétés comme ça. Ah, comme haltère? Comme haltère. Parfois, effectivement, on peut voir des objets qui ont cet aspect de profil. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est comme ça, forcément? Qu'est-ce qui nous dit que ce sont bien les haltères que le type utilisait pour sauter? Parce qu'ils utilisaient aussi des haltères pour faire de l'échauffement et de la musculation, comme finalement on fait maintenant. Hein. Donc, pourquoi pas? Ça pourrait à ce moment-là, parce que là il risque moins de se blesser, utiliser pour faire des gestes d'échauffement et de musculation. Mais ils ne sauteront pas avec. On peut adopter une espèce de modus vivendi de ce genre-là. Les haltères, vous les avez pesés? Non. Ils n'ont pas été pesés, je crois que je les ai fait... Alors ceux-là, ils ont été conçus de façon à ce qu'on puisse faire une approche. Ouais, qu'on puisse couper. On coupe. Oui, voilà, d'accord. Voilà. Ça peut aller de 1 à 3 kilos. Donc moi, le problème, c'est que souvent, c'est autour de 2 kilos, on va dire. Hein. Il faut adopter une solution. Donc mais on peut c'est peut-être plus souvent... je dis, on va faire comme chez le boucher. Voilà. D'autre part, pour l'appréhension, celui-ci me paraît mieux aussi. Hein. Là, c'est un peu gros. Enfin, moi, j'ai pas des grosses mains. Évidemment, par rapport à vous, Dominique, on n'a pas la même pointure au point de vue main. Hein, ça, c'est sûr. C'est le problème. Peut-être une chose, il faudra, pour éviter que les gens se blessent, on disait, atténuer un peu ce caractère anguleux qu'il y a ici. Oui. Ce sera juste ce sera un peu mieux. Ça ressemblera plus comme ça aussi à ce que c'était. Et ils risquent moins de se blesser, je sais pas, parce qu'il faut voir quand même que les types sautent avec. Bah, oui, sautent avec. Donc il faut éviter qu'il y ait des choses anguleuses qui risquent qu'ils se blessent. À part ça me paraît parfait. Pour Guillaume, cette épreuve est une véritable remise en question de sa technique de saut. Là, c'est même pas une adaptation, c'est un truc tout nouveau pour moi. Sur longueur, normalement, on court, on donne une impulsion d'un pied. Là, c'est sans élan, avec 2 haltères en plus. C'est assez difficile à maîtriser le balancier. Le mouvement des bras, en coordination avec les jambes, c'est assez dur. Voilà, c'est le meilleur. C'est le meilleur celui-là. C'est très bien, tu coordonnes bien. Bon, à 2 minutes, ça va faire terrible. Hein. Dernière étape de la reconstitution des Jeux antiques, la confection des costumes. La qualité des tissus, leur teinte, leur assemblage et leur drapé doivent être irréprochables. L'authenticité de l'expérience en dépend. Ici, on a les costumes pour les années 10. Et là aussi, en rouge, pourpre, tout ça. Et ici, on a les cuirasses, le bouclier et 2 cnémides. Voilà. Donc les cnémides, là, c'est pour les hoplites. Oui. Bon, ouais, ça me va très bien. Les boucliers sont bien. Oh, il est magnifique. Hein, mais là, c'est comme on est à l'époque hellénistique, c'est ce que je dis toujours, c'est comme si on représentait des soldats de la guerre de 14 en costume Louis XV ou napoléonien, quoi. Enfin, comme des grenadiers de l'Empire. Donc là, ça, malheureusement, on ne peut pas garder ce modèle. Donc il faut vraiment constituer à l'époque hellénistique. Et là, on peut pas garder ce casque, malheureusement. Et puis, un truc comme ça. On réduit un peu ici, voilà. Et on le fait venir un peu comme ça, tu vois. Un peu plus rond ici. Ouais, voilà, ouais.
2 semaines avant le départ pour la Grèce, tous les athlètes sont invités à se retrouver à la villa Kérilos, près de Nice, copie des demeures nobles de la Grèce antique. C'est ici que, pour la première fois, les jeunes champions vont découvrir objets et vêtements du quotidien dans cet environnement très proche de celui qui sera le leur à Olympie. Un pas de plus vers le passé. Alors l'athlète qui se rend au gymnase, là, il a son petit pactage, hein, généralement, donc il a un petit sac comme ça, hein. Souvent il le tient au bout d'un bâton, on voit sur des représentations de vases. Et dans ce petit sac, il y a alors ce que j'appelle vraiment les 3 objets indispensables de l'athlète, c'est-à-dire la petite fiole, on appelle ça un alabastre, la petite fiole dans laquelle il y a de l'huile. Et alors, l'instrument typique des athlètes, c'est ce qu'on appelle le strigile, le racloir. C'est un racloir, généralement qui est en bronze, avec lequel, après l'entraînement, ils se raclaient le corps. Ils enlevaient ce mélange de terre, d'huile, de sueur, parfois de sang aussi, hein, notamment pour les pugilistes et les pancratiastes. Vous allez participer d'une certaine manière à une sorte d'enquête archéologique. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est valorisant. C'est valorisant pour vous, parce que vous n'êtes pas que des athlètes, en fait. Vous êtes des gens qui allez faire avec nous de l'archéologie vivante. Le camp d'entraînement où vous allez vivre s'appelle Elis. Comme on le disait, ça va être votre phase d'entraînement. Vous serez habillés et vous vivrez comme des athlètes de l'Antiquité. Cette expérience va nous permettre de voir si les théories avancées par les archéologues et les historiens du sport sont bonnes. On va aussi tester avec vous les conditions de vie et vérifier si les performances sont possibles dans ces conditions. Ça fait partie des questions simples. Mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est de voir comment vous allez vous débrouiller avec les instruments que vous voyez là, le javelot et le disque. Dans la Grèce hellénistique, on pratiquait le sport nu. Toutes les représentations l'attestent. Nos athlètes le savent et ont accepté de ne revêtir que le minimum. En revanche, entre 2 entraînements, les Grecs s'enroulaient dans de magnifiques étoles de coton dont nos champions semblent apprécier l'élégance et le confort. Parce qu'il ne faut pas imaginer que les Grecs étaient tout le temps tout nus. Ils étaient nus que pour le sport. Ça, c'est ce que vous porterez dessus. Ça passe entre les jambes, comme une couche. Et ensuite, ça se resserre sur les côtés. Et voilà à quoi ça ressemblera. Mais à l'époque, les élastiques n'existaient pas. C'est juste pour pas faire fuir les téléspectateurs. Oui. Et la tunique est plus souple, c'est pour ça. Elle peut être même plus courte, la tunique. Alors, non, c'est très bien, les couleurs, c'est bien, ça fait pas... C'est beaucoup plus ample, il y a certainement une plus grande liberté de mouvement. Les gens devaient avoir une certaine aisance, vous voyez, dans leur corps. Ça a joué, ça c'est sûr. Ça a joué aussi sur l'attitude, les gestes, le sentiment du corps, le fait d'avoir des vêtements comme ça assez lâches, vous voyez, dans lesquels on se sentait bien. Ça fait plus super-héros. Même les chaussures, c'est comme t'as rien au-dessus, c'est aéré, c'est comme si ça facilite ta envie d'aller en haut. En fait, ça se noue plus ou moins serré sur la cheville. C'est une sandale très confortable, parfaitement adaptée à la Grèce. Voilà, il n'y a pas besoin de lui défaire plus les cheveux, là. C'était très grec. Oh là là, c'est incroyable. Il fait vraiment grec. Ce bandeau qu'il a autour des cheveux, là, ça c'est le bandeau des vainqueurs hein, aussi. Hein. Mais ça, on va l'utiliser pour séparer aussi les différents groupes d'athlètes par comme couleur. Ça va coûter un peu plus cher. Mais je me sens super bien. C'est super agréable à porter. C'est comme je disais, un kimono. Ça fait penser un peu c'est grec, mais aux arts martiaux
Enfin, comme j'ai pratiqué un peu aussi, donc voilà, c'est agréable de la porter, quoi. On se sent bien, à l'aise. J'ai l'impression d'être grec là. Je suis bien. Oui, non, c'est vrai, franchement, même les chaussures, tout va bien, quoi. Enfin, c'est un rêve qui devient réalité, quoi. C'est une bonne expérience.